Le président américain Joe Biden est en Normandie pour assister aux commémorations des 80 ans du jour J. Arrivé à bord de son hélicoptère Marine One, il a entamé sa visite en rendant hommage aux soldats tombés au combat au cimetière américain de Colville-sur-Mer, situé à l'aplomb de la célèbre plage d'Omaha Beach. Joe Biden et le président français Emmanuel Macron, accompagnés de leurs épouses, y ont rejoint les vétérans américains encore de ce monde lors d'une cérémonie forte et émouvante. Un peu plus tard dans l'après-midi, une autre cérémonie officielle est organisée sur la plage d'Omaha Beach. On y attend plus de 25 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre britannique Rishi Sunak, accompagné d'une partie de la famille royale. Mais tous les yeux seront tournés vers un invité inhabituel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que la Russie, qui n'a pas été conviée, sera la grande absente de cette journée. Les cérémonies du jour J se déroulent sur fond d'invasion massive de l'Ukraine par Moscou. L'occasion pour Joe Biden de rassurer Volodymyr Zelensky sur les engagements militaires américains, alors que les forces de Kiev traversent une phase très difficile de la guerre. C'est un effet inattendu du Brexit en pleine célébration du débarquement. 274 militaires britanniques parachutés au-dessus des plages normandes ont dû subir un contrôle douanier pour entrer sur le sol français. Une procédure obligatoire pour tous les ressortissants étrangers, britanniques compris, depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne et l'espace Schengen le 31 janvier 2020. Environ 300 unités britanniques, belges et américaines ont sauté en parachute dans la zone de largage du D-Day pour recréer l'opération aéroportée d'il y a 80 ans. Le débarquement allié, qui débuta le 6 juin 1944, a réussi à déstabiliser les défenses allemandes au large des côtes normandes, accélérant la défaite finale de l'Allemagne nazie. Au moins 33 morts dans le centre de Gaza après des raids israéliens, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Une ancienne école transformée en refuge gérée par l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a été touchée dans la nuit. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. L'armée israélienne a admis que ses avions de combat avaient visé délibérément le bâtiment et affirmé, sans fournir immédiatement de preuves, que le Hamas et le djihad islamique utilisaient l'école comme couverture pour leurs opérations contre les soldats israéliens au sol. Elle a déclaré avoir pris des mesures avant la frappe pour, je cite, « réduire le risque de blesser des civils non impliqués », notamment en procédant à une surveillance aérienne et en recueillant des informations supplémentaires. Depuis le début de la semaine, de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées lors de raids israéliens. Selon Médecins sans frontières, au moins 70 corps et 300 blessés, principalement des femmes et des enfants, ont été transportés dans un hôpital du centre de Gaza après une vague d'attaques. Côté diplomatique, les États-Unis continuent toujours à faire pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils acceptent leur proposition de cessez-le-feu en 3 phases, accord qui prévoit l'arrêt durable des combats, la libération des derniers otages et un important afflux d'aide dans la bande de Gaza. Des discussions qui patinent, notamment du côté du Premier ministre israélien. En effet, les membres les plus extrêmes de sa coalition lui ont lancé un ultimatum. S'il accepte cet accord de cessez-le-feu, son gouvernement tombera. Le rideau des élections se lève dans l'Union européenne. La procédure de vote de 4 jours commence jeudi aux Pays-Bas. Mais les élections se dérouleront sur plusieurs jours dans certains États membres, comme en République tchèque et en Italie, où le vote se tiendra pendant 2 jours. Elles débuteront donc le 6 juin aux Pays-Bas, le 7 juin en Irlande et en République tchèque, le 8 juin en Italie, Malte, Lettonie et en Slovaquie. Enfin, les élections se tiendront le dimanche 9 juin en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et dans les autres États membres. Ces élections ont lieu tous les 5 ans et sont les plus grandes élections transnationales au monde. Il s'agit de la 10e élection parlementaire depuis les premières élections directes en 1979 et de la première élection du Parlement européen après le Brexit. Lors des élections européennes de 2024, 720 députés au total seront élus au Parlement européen après les changements apportés par le Brexit. Les petits pays ont moins de députés européens que les grands pays. Les eurodéputés des grands pays représentent plus de personnes que leurs homologues des petits pays. Le nombre minimum de sièges par pays est de 6 et le maximum de 96 comme en Allemagne. La France compte 81 députés, l'Italie 76, l'Espagne 61,
la Pologne 53 et des petits pays comme Chypre ou le Luxembourg en comptent 6. Une fois élus, les députés européens ne seront pas organisés par nationalité, mais par affiliation politique. La plupart d'entre eux siégeront dans des groupes politiques du Parlement européen. Jusqu'à présent, il existe 7 groupes différents. Le Parti populaire européen, les sociaux-démocrates, les libéraux de Renew, les Verts, les conservateurs et réformistes, Identité et démocratie et la gauche. Le PPE et le SND sont les plus importants au Parlement. Le Renew des libéraux et les Verts suivent. CRE et le groupe ID appartiennent à l'extrême droite de l'échiquier politique et devraient augmenter. Certains députés européens ne siègent pas dans des groupes politiques et sont appelés les non-inscrits. En fonction des résultats électoraux, les groupes politiques devront négocier pour obtenir les postes les plus élevés au sein des institutions européennes. Le président du Parlement européen est élu par les députés, qui doivent également approuver le président de la Commission, ainsi que les commissaires. Les États membres ne peuvent pas publier les résultats des élections avant la fermeture des bureaux de vote le dimanche 9 juin. C'est pourquoi restez à l'écoute. Les partis d'extrême droite se préparent à une recomposition du Parlement européen. Le parti allemand Alternative für Deutschland est désormais exclu du groupe Identité et démocratie et cherche une nouvelle famille parlementaire. D'autres partis européens sont tentés de rejoindre l'AfD. Steven Van Ecke est politologue au centre de sondage d'Euronews. The number of far-right parties are on a path of radicalization, which means that I don't think all of them will be put together after the elections. We'd rather see not 1 but 3 instead of 2 political groups. That's also the reason why Marine Le Pen recently made clear that she wanted to have a clear distance vis-à-vis the AfD. Pour former un groupe au Parlement, il est nécessaire de disposer d'au moins 23 élus issus d'au moins 7 pays de l'Union. Le centre de sondage d'Euronews table sur l'élection de 15 députés AfD en Allemagne et estime probable la formation d'un nouveau groupe. Selon nos informations, le parti bulgare Le Réveil est en contact avec l'AfD depuis l'exclusion du parti allemand du groupe Identité et démocratie. Des députés européens venant de Pologne, de Lituanie, de Hongrie et de Slovaquie pourraient également rejoindre le nouveau groupe. Ces partis dissidents ont comme terrain d'entente des convictions davantage favorables à la Russie en comparaison à celles défendues dans les autres groupes. La question de l'ampleur du soutien de l'Europe à l'Ukraine pourrait être décisive dans la formation de ce nouveau groupe au Parlement européen. À l'issue du scrutin, en nombre cumulé et en dehors de tout groupe, les eurodéputés issus de la droite radicale pourraient être plus nombreux que les conservateurs modérés. Voici Carlos Moreno, plus connu sous le nom de roi de la pastèque. Il est devenu populaire en Espagne lorsque l'inflation galopait à 15%. 2 ans plus tard, malgré une croissance qui repart dans le pays, son supermarché à bas prix continue d'attirer des centaines de clients et pour cause. Si es que no ganan lo suficiente. Entonces, por eso hay que ir bajando los precios cada vez más. L'Espagne est l'une des économies européennes dont la croissance est la plus rapide, mais de nombreux Espagnols ressentent encore les effets de l'inflation. A ver, ahora como están las cosas no alcanzan. Te quieres buscar un piso de alquiler y no puedes. Solo tienes que ver en el supermercado un litro de aceite a 10 euros y es para echarte las manos a la cabeza. Les dernières données montrent que le chômage a fortement baissé et se trouve à son niveau le plus bas depuis 16 ans. Le taux de chômage s'élève tout de même à 11,5%. En España hay más gente trabajando que nunca y pese a que la mayoría de los españoles aseguran que su situación es mejor que antes, la economía continúa siendo la principal preocupación de los españoles. Cette dissonance entre les perspectives économiques personnelles peut être liée à l'incertitude géopolitique passée et présente. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado una ruptura de cadena de suministros, hemos pasado una guerra en suelo europeo en la que todavía estamos y ahora tenemos unas elecciones europeas que son más decisivas que nunca, yo diría, y yo creo que eso a nadie se le escapa. Mais malgré les bons chiffres de l'emploi, l'inflation continue de peser sur les perspectives économiques des Espagnols. En España, hasta el año pasado, hubo una moderación salarial bastante considerable que precisamente estaba destinada a mantener los salarios en niveles moderados para que la inflación no subiera más. Y mientras que la inflación se modera, sí se percibe que hay una pérdida de poder adquisitivo. L'économie n'a pourtant pas eu la place qu'elle aurait dû avoir dans les débats de cette campagne électorale des européennes.
Pero yo creo que sí está presente en la demanda política, ¿no? en la mente del votante. Yo creo que en las conversaciones entre la demanda, las conversaciones entre las familias, los bares, ahí sí la economía sí ha estado presente. Entonces la oferta política en su conjunto debería plantearse si no debería meterlo más en las conversaciones y en lo que plantea. Au-delà de l'affrontement entre les blocs de gauche et de droite qui a dominé la campagne, les citoyens espagnols et ailleurs en Europe continueront probablement à voter avec leur portefeuille. Car comme le disait le vieux slogan de campagne qui a porté Bill Clinton à la Maison-Blanche, « It's the economy, stupid ». Tout est dans l'économie. Au bord de l'Adriatique, c'est ici, dans la ville portuaire de Shengjin, au nord-ouest de l'Albanie, que sera bientôt ouvert l'un des centres chargés d'accueillir des migrants envoyés par l'Italie. Giorgia Meloni s'est d'ailleurs rendue sur place mercredi pour faire le point sur l'avancée des travaux et surtout vanter son projet. Noi riteniamo che l'elemento di maggiore utilità di questo progetto sia che può rappresentare uno straordinario strumento di deterrenza per i migranti illegali decisi a raggiungere l'Italia e l'Europa. Pour l'opposition italienne, cette visite est un coup médiatique électoral à quelques jours des élections européennes. Rome devra débourser environ 800 millions d'euros sur 5 ans pour ce projet. À terme, jusqu'à 36 000 demandeurs d'asile seront envoyés dans ces centres qui seront financés et gérés par l'Italie. Selon une partie des députés albanais, ce projet constitue un renoncement à la souveraineté nationale.